Je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde qui est dédiée au contrat d'achat d'énergie renouvelable publique. Donc, stabilité des prix de l'énergie, visibilité sur 20 ans, électricité d'origine locale et renouvelable. Les CADER sont regardés de près par les collectivités locales. Nantes Métropole et le syndicat mixte Territoire d'énergie 44 ont signé leur premier PPA public, c'était au mois de mai 2025, donc tout récent. Et ce sont d'ailleurs eux qui ont lancé l'abréviation CADER, qui nous change de l'anglicisme PPA. Donc nous avons de la chance, ils sont avec nous cet après-midi. Et nous aurons aussi l'expertise de la FNCCR, la Fédération de collectivités territoriales spécialisées dans les services publics locaux en réseau, et le retour d'expérience de la ville de Lyon, qui a renoncé à signer son CADER. Nous verrons pourquoi. Je m'appelle Carole Rapp et je suis journaliste spécialisée en transition énergétique. Et pour parler de ces sujets passionnants, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Chancrogne, directrice adjointe gestion technique des bâtiments pour la ville de Lyon. Bonjour. Cécile Fontaine, chef du département Affaires publiques et juridiques de la FNCCR. Bonjour. Emmanuel Bourrien, coordinateur photovoltaïque, innovation et achat pour le syndicat mixte Territoire d'énergie Loire-Atlantique, le TE44. Bonjour. Et Emmanuel Dion, chargé de mission stratégie et achat d'énergie à la métropole de Nantes. Alors, l'objectif de cette table ronde, ça va être d'explorer, on va être vraiment dans le concret, on va explorer 3 enjeux principaux des CADER, à la fois le profil, on va parler du profil du consommateur, du choix des producteurs d'énergie renouvelable et également de la fourniture du complément d'énergie. Donc nous aurons 2 sessions de questions-réponses, l'une dans environ une demi-heure et l'autre à la fin dans un peu moins d'1 heure. Alors, pour poser vos questions, vous pouvez les poser par écrit en utilisant l'application Slido. Pour cela, il vous faut flasher le QR code qui se trouve ici. Ça vous ouvre directement un onglet et là, vous posez vos questions par écrit. Donc, on va commencer par une courte vidéo qui va nous présenter le CADER de Loire-Atlantique et Nantes. L'instabilité inédite des marchés a fait prendre conscience du risque budgétaire inhérent aux achats classiques d'énergie. En 2050, Nantes ambitionne que ses bâtiments publics soient à 100% alimentés en énergie renouvelable. La moitié par la production des alentours, l'autre par le réseau de chaleur urbain. Pour ce faire, la métropole a signé 2 nouveaux contrats d'énergie renouvelable permettant d'acheter en se fournissant à la source grâce au contrat d'achat direct d'énergie renouvelable, les CADER. C'est la loi APER de 2023 qui ouvre une nouvelle voie pour les achats d'électricité. L'ambition de ce projet est de privilégier les énergies renouvelables, développer les circuits courts et réduire la dépendance au marché de l'énergie. Les CADER permettent aussi de réduire le risque d'exposition à la volatilité des prix du marché. La création de ces contrats a pu être menée à bien, notamment grâce à Territoire d'énergie Loire-Atlantique ainsi qu'à 5 autres acteurs publics locaux. Nantes Métropole sécurise une partie des factures d'énergie en signant directement avec les producteurs des contrats, garantissant à partir de janvier 2026 un prix fixe pendant 20 ans. Une société fournira l'électricité issue d'une éolienne. Quant à la société d'économie mixte ENR 44, elle fournira l'électricité depuis une centrale solaire située sur un ancien centre d'enfouissement. Ce CADER signé par une collectivité est une première en France et ouvre la voie à d'autres projets. Alors, entrons directement dans les rouages de ce contrat d'achat direct. Donc, vous avez compris, il y a une éolienne, il y a une centrale solaire au sol, une production en fait de 12 gigawattheures par an et un prix fixe pendant 20 ans, à partir de janvier 2026. Je me tourne vers Emmanuel Dion donc pour Nantes Métropole. Alors, pour en arriver là, vous avez dû créer un groupement de commandes. Pourquoi et quels sont les enjeux à connaître ? Oui, bonjour, vous m'entendez bien ?
Donc merci de nous donner la parole. En effet, on a dû constituer un groupement. La raison est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, on a une commande politique de couvrir 100% de nos besoins en énergie par des énergies renouvelables, mais ça ne va pas se faire à périmètre équivalent. Il va falloir réduire nos consos. Et puis ensuite, si on se tourne vers les capacités du territoire, on se rend compte qu'à l'échelle de Nantes Métropole seule, on ne va pas pouvoir couvrir l'intégralité de nos besoins. Donc il faut s'associer. Il faut aller voir les copains, les copines. En l'occurrence, nous, autour de Nantes Métropole, nous avons le syndicat d'énergie de Loire-Atlantique. Donc on s'est rencontrés et certes, nous avons chacun un groupement d'achat dans lequel on a nos différentes communes du syndicat d'une part et de Nantes Métropole. Et on a proposé à nos élus de s'associer pour essayer d'expérimenter ces nouveaux schémas de CADER, ce qui fait que là où on avait initialement à peu près 180 gigawattheures d'électricité dans chacun des groupements, on a proposé un groupement ad hoc où on a déshabillé un petit peu l'un et déshabillé l'autre pour habiller un groupement CADER dans lequel on retrouve 53 gigawattheures pour aller chercher ces nouveaux contrats. Alors, peut-être vous dire quelques mots sur ce qu'est un CADER, justement. Vous avez sur cette illustration la différence entre un marché classique à gauche et un marché qui intègre des CADER à droite. En fait, la grosse différence, c'est le troisième acteur qui est le producteur. Jusqu'à maintenant, lorsqu'on achetait de l'énergie, nous étions, nous clients, directement en lien avec le fournisseur sur un marché de 2-3 ans en règle générale. Et le fournisseur, lui, pouvait aller se sourcer sur les marchés ou par l'intermédiaire de contrats qu'il peut avoir en direct auprès de producteurs. Avec ces CADER, en fait, nous, clients, nous travaillons sur des contrats d'achat direct. Donc CADER, c'est vraiment l'acronyme PPA. On a voulu l'appeler autrement pour parler français. Donc nous avons des contrats avec des producteurs sur 20 ans. En revanche, cela ne nous dédouane pas d'organiser malgré tout un contrat avec le fournisseur. Ce qui signifie qu'en gros, on demande aux fournisseurs non pas de nous fournir 100%, comme le monde d'avant, mais de nous fournir 100% moins ce que l'on apporte par les CADER. Et le fournisseur peut toujours se sourcer auprès des marchés ou auprès des producteurs. On s'est fait accompagner pour cela par 2 AMO. Une AMO plutôt à caractère technique et économique, c'est Collectif Énergie. Et enfin, une deuxième plus à vocation juridique avec le cabinet Seban. Donc pour nous, l'intérêt de travailler de concert avec le territoire d'énergie Loire-Atlantique, c'est aussi éviter d'être en concurrence l'un et l'autre, puisque finalement, si on doit aller chacun chercher des CADER, qui puisaient, on veut tous que ce soit à notre porte, autant s'associer et faire en sorte qu'on unisse à la fois les expertises et les ambitions. Merci pour cette présentation déjà du CADER de Nantes et puis de l'intérêt d'un groupement de commandes. Emmanuel Bourrien, donc pour Territoire d'énergie 44. On va parler production et consommation. Donc la production, elle représente quelle proportion de votre consommation et surtout comment vous avez défini les besoins de consommation? Bonjour à toutes et tous. Donc déjà merci effectivement de nous laisser témoigner en tout cas de notre projet CADER qui a été un super projet à mener pendant 2 ans. Effectivement, on est des acheteurs publics. Alors la première question à se poser, c'est la question du besoin et de bien définir notre besoin. Et pour ça, on s'est fait aider effectivement de l'AMO Collectif Énergie. Et la première objectif, c'était de savoir qu'est-ce qu'on allait spécifier en termes de production ENR, quel type de profil et quelle puissance de production on allait inscrire au cahier des charges. Et donc pour ça, au début, on a commencé avec peu de consommation, en tout cas dans le premier jet de périmètre. L'idée étant aussi de ne pas impliquer trop de sites de consommation et trop d'adhérents, étant donné que le projet était quand même un projet novateur et avec quelques obstacles à franchir. Donc on a commencé avec l'équivalent d'une consommation de 13 gigawattheures et puis on a tracé l'équivalent de 2 productions, une production PV, une production éolienne, avec vraiment des configs assez minimales, c'est-à-dire une machine éolienne et un parc PV de 3 mégas. Et on s'est aperçu que dans cette config-là, à la fois en hiver et en été, on était dans une configuration où on avait du surplus, donc c'est-à-dire plus de production que de consommation à certaines périodes de ces saisons-là, encore plus en été qu'en hiver. Et ça, c'était quelque chose qui n'était pas forcément envisageable pour nous, puisque ça constituait des profils qui étaient à risque pour le fournisseur agrégateur. Et quand il y a un risque, on le paye.
Et donc, on ne souhaitait pas, prendre, en tout cas, avoir ce risque-là à gérer. Alors, comment vous avez géré justement ce surplus? Eh bien, on s'est Il n'y en est associé. plus. C'est ça. Donc, on a été chercher d'autres consommations avec d'autres acteurs, avec des consommations qui par foisonnement, étaient on va dire, homogènes et cohérentes avec ce qu'on visait comme production. Et donc, avec 53 gigawattheures, on a réussi à couvrir, enfin, en tout cas, à ne plus avoir de période de surplus et de pouvoir aller chercher une prod éolienne et une prod PV qui permettaient de couvrir environ 25% des besoins. Donc les autres aspects de notre cahier des charges et en tout cas des éléments des spécifications du contrat, ça a été donc la durée. On souhaitait aller sur une durée de 20 ans voilà, pour aller sur la durée la plus longue possible pour essayer d'avoir des prix les plus intéressants. Et puis on s'inscrit aussi dans cette démarche de sécurisation budgétaire des collectivités. Et donc l'idée étant vraiment d'avoir un prix fixe pendant 20 ans sur une partie de notre approvisionnement. Ensuite, sur le format d'achat, on était sur du pay as produce. Donc là, c'est également à la fois philosophique de se dire qu'on veut acheter l'intégralité de la production sans que l'actif produit soit transformé. Et puis en même temps, entre guillemets, d'aider les producteurs à écouler l'ensemble de leur production, surtout aujourd'hui où les productions sont assez souvent coupées en cas de prix négatif. Donc Là, c'est pas coupé. Exactement, là c'est pas coupé. Continue en prix négatif. Tout à fait. Donc là, en termes de choix technologiques, donc ce que je vous expliquais, on est parti sur un lot éolien entre 1 et 5 mégas et un lot PV entre 1 et 4 mégas. Le choix entre brownfield et greenfield, on n'a pas le choix aujourd'hui. En tout cas, notre AMO juridique nous a déconseillé en tout cas d'aller spécifier ce type de caractère en lien toujours avec les achats publics. La gestion du surplus, donc on a vu qu'avec nos 53 gigawattheures, on n'avait plus de surplus, donc on pouvait se permettre d'acheter le surplus. On a toutefois quand même demandé aux candidats d'être le plus possible en adéquation avec ce souhait justement de ne pas avoir de surplus et donc de nous proposer des actifs de production qui nous permettaient de ne pas avoir de surplus. Et on a noté cet aspect-là dans la grille dans l'analyse de marché. Et enfin, on a décidé de faire facturer les kilowattheures CADER par le producteur, puisque l'ensemble des producteurs qu'on avait sourcés nous disaient être en mesure de le faire. Et ça simplifiait la tâche du fournisseur. Merci pour ces premiers éléments. Je vais donner la parole à Anne Chancrogne de la ville de Lyon. On va passer à la partie des enjeux liés au choix des producteurs. Comment on choisit le producteur d'énergie renouvelable? Alors, la ville de Lyon souhaitait conclure son CADER, elle aussi, et vous avez lancé un appel d'offres pour choisir un producteur, mais vous avez eu très peu de réponses. Donc, je crois qu'il y a plusieurs explications. Il y a justement une question de volume de consommation. Il y a aussi une question de calendrier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour. Donc l'expérience de la ville de Lyon, ça permet de mettre en exergue les difficultés de mettre en place un CADER et ça permet aussi de mettre en exergue effectivement les obstacles que vous avez réussi à franchir à Nantes. Donc en fait, ce qui s'est passé à Lyon, c'est qu'on a d'abord voulu faire un CADER pour du gaz. Et donc, sachant que, comme dans toute collectivité, on achète régulièrement de l'énergie et donc nos années sont rythmées par différents accords cadres, enfin des marchés qui se succèdent. Et quand on veut changer de système, on a une fenêtre de tir assez étroite. Ça veut dire qu'on vise en fait la fin d'un accord cadre avant de passer au suivant. Donc pour le gaz, on a fait du sourcing et assez rapidement on s'est rendu compte que évidemment on ne consomme pas, enfin évidemment non, mais on ne consomme pas de gaz ou très peu en été. Et qu'il fallait trouver effectivement un producteur, enfin en tout cas un fournisseur qui puisse assumer ce risque, ou alors il fallait qu'on aille trouver quelqu'un qui complétait effectivement ce besoin. Ce qu'a fait Nantes, ce qui était expliqué tout à l'heure pour l'électricité, sauf que nous on n'avait pas le temps d'aller chercher quelqu'un. Donc on a renoncé à notre contrat d'achat gaz en voyant que de toute façon on n'aurait personne en fait qui nous suivrait sur le gaz. Mais on n'a pas renoncé sur l'électricité. Donc on s'est dit, on ne va pas se laisser abattre comme ça. On va faire la même chose pour l'électricité. Et donc l'électricité, on est parti sur un contrat, enfin en tout cas une négociation, un contrat avec négociation. Donc on a fait un premier tour pour recueillir des candidatures. On a eu 3 candidats.
Et pour la partie en fait dépôt de l'offre, on a mis beaucoup plus de temps que prévu pour finaliser nos pièces de consultation parce qu'effectivement c'est très complexe. On revenait toujours sur l'ouvrage parce qu'il y avait toujours des choses à peaufiner. Et au final, on s'est retrouvé à publier assez tardivement. Et donc, en fait, les candidats qui s'étaient manifestés étaient plus en mesure de répondre correctement. On n'a eu qu'une candidature. Voilà. Donc, on s'est retrouvé dans une situation où on a décidé de renoncer. Et c'est arrivé au même moment où notre groupe d'experts internes commençait à être déshabillé parce qu'il y a Alors deux ça, c'était une personnes. question, on en parlera tout à l'heure, mais en fait, je voulais revenir quand même sur la question de volume, parce que le volume de consommation, c'était aussi une contrainte pour le contrat d'électricité, il me Alors, semble. je ne sais pas si c'était une contrainte, mais nous, en fait, on n'avait pas les fait tout à fait producteurs. la même chose que Nantes, c'est-à-dire qu'on avait indiqué quel était notre profil de consommation et un des critères de choix, un des critères principaux de choix, c'était de trouver un producteur qui collait le plus près à notre profil de consommation. Voilà. Et donc, en fait, dans la seule offre qu'on a reçue, ça représentait à peu près 16% de notre consommation. Donc, en fait, c'était acceptable. C'était acceptable, hein. On serait parti là-dessus, mais on était sur des très courtes durées. Nous, on était sur 4 ans. On n'était pas sur un contrat Vous de n'étiez longue pas durée. sur un contrat On longue était durée. sur un D'accord. mini-contrat pour se faire la main, en fait, sur un mini-contrat. Ouais. Voilà. Mais il y avait aussi cet enjeu, même 16%, vous me disiez que c'était... Ça faisait beaucoup de travail pour pas grand-chose, en effet. La ville de Lyon, C'est ça. c'est pas à l'échelle d'un ensemble de collectivités qui se regroupent, et vous aviez un profil de consommation qui... On a 60 gigas, nous on a 60 ne peut pas être gigas complété par quelqu'un d'autre, c'est ça que je veux dire. Alors, en fait, c'est surtout que on avait, là encore, hein, nous, on a décidé de partir tout seul pour des questions de calendrier. Oui. Là, je pense qu'une des solutions, c'est en effet de partir à plusieurs, parce qu'on a quand même 60 gigas, donc on est un gros consommateur. D'accord. Et en fait, c'est notre profil de consommation qui est ce qu'il est, Et oui. et on peut pas le modifier, quoi. Oui, c'est ça. Et quand on est tout seul, il n'y a personne pour compléter son propre profil. Je comprends. Alors, écoutez, merci pour ce témoignage. Et bien, nous allons avoir l'avis d'experts. Cécile Fontaine, donc de la FNCCR. Alors, ça tombe bien parce que je crois qu'il y a une question qui correspond à ça. Je vous pose la mienne. Donc, ces contrats sont régis par le Code de la commande publique. Hein. Donc, contrairement à une entreprise privée qui signerait un PPA, la collectivité, elle ne peut pas choisir tout ce qu'elle veut. Donc, par exemple, première question, comment on soutient une production d'énergie renouvelable locale, sachant qu'il n'est pas autorisé de favoriser un concurrent sur un critère géographique? Donc, oui, alors tout à fait. Alors, experte, oui, mais justement, moi, je ne passe pas de CADER, donc c'est plus facile dans ce cas-là de donner des positions un peu théoriques, mais on a beaucoup réfléchi au sujet à la FNCR parce qu'on a beaucoup d'adhérents, dont Nantes et le TE44 et la ville de Lyon, hein, mais qui souhaitent s'engager dans cette démarche. Et donc, on a été très actifs, notamment au moment de la loi APER, parce qu'il faut peut-être rappeler, c'est soumis au Code de la commande publique parce que la loi APER a autorisé explicitement les acheteurs publics à y recourir, et c'était très important qu'elle le fasse pour 2 points. On l'a vu, pour qu'elles puissent, ces collectivités, passer ce type de contrat sur une durée longue, quand on était sur de Greenfield. C'est pas du tout intuitif, hein, pour ceux qui passent des contrats de la commande publique de passer un marché de 20 ans. Donc ça, c'était le premier apport de la loi APER. Et le deuxième, on n'en a pas parlé, mais c'était pour permettre aux collectivités de choisir de s'approvisionner directement auprès d'un producteur sans avoir à mettre en concurrence avec une offre de fourniture classique. Parce que ça aussi, c'était pas forcément évident. Donc c'était les 2 apports, mais en même temps, on a bien dit, le législateur, la loi a bien dit, du coup, vous appliquez le Code de la commande publique. Et pour répondre à votre question, dans le Code de la commande publique, il y a en principe une interdiction de faire du localisme, c'est-à-dire de préciser l'origine, hein, du produit. Alors là, comment on fait quand on veut que ce soit une maille, soit départementale? Alors, une ville, c'est sans doute beaucoup plus compliqué, surtout une ville comme la ville de Lyon, mais l'idée, c'était de trouver ce qui, dans le Code de la commande publique, permet de déroger à cette interdiction. Et à la FNCR, on pense qu'on peut jouer sur cette dérogation dans la mesure où il y a suffisamment de foncier dans la maille qu'on a retenue. Je prends par exemple la Loire-Atlantique, c'est quand même assez grand. S'il y a suffisamment de foncier, ça veut dire que n'importe quel producteur va pouvoir s'installer et créer un nouvel actif si on est sur un nouvel actif, y compris un producteur étranger. Donc on ne va pas favoriser un producteur local, on va favoriser une localisation, ce qui est très différent. Et pour nous, selon notre interprétation, ça ne méconnaît pas le jeu de la concurrence et donc on est dans les clous, si je puis dire, du Code de la commande publique.
Donc ça, c'est une possibilité. Il y en a d'autres? Alors, il y en a d'autres, je crois que c'est l'exemple du CADER, c'est de mettre des critères qui vont permettre, là je crois, mais là je vous laisserai peut-être le présenter, les visites d'école, je crois, c'est ça, de mettre des critères qui permettent en fait d'orienter vers une production qui se trouve à proximité du site de consommation. C'est très important parce que ces collectivités, elles souhaitent en fait inscrire leur stratégie d'achat dans le cadre d'une politique énergétique. Et donc c'est important quand même de pouvoir choisir le lieu d'implantation. Alors, je crois que ça répondait à une question, mais qui parlait du droit européen, en fait. Existe-t-il une incompatibilité avec le droit européen qui stipule qu'il ne peut pas y avoir de préférence locale pour l'achat d'énergie? Oui. C'est simple, hein. Le droit européen, le droit français, c'est pareil, parce que de toute façon, notre code de la commande publique, c'est le droit européen. Mais dans le droit européen, on a aussi des dérogations, une interprétation de la jurisprudence. Un principe, pas pas la possibilité de préciser l'origine du produit, mais sauf quand c'est justifié par l'objet du marché ou que ça ne fausse pas le jeu de la concurrence. C'est l'interprétation, en tout cas, qu'en fait le juge administratif au regard du droit européen. Très bien. Alors, autre question, est-ce qu'on peut indiquer qu'on souhaite un actif nouveau, additionnel ou greenfield, ou un actif existant, donc brownfield? Alors, est-ce que ça se précise? Là aussi, on voit que on n'a pas forcément toujours, on est en construction de ces montages. On a une analyse juridique un peu différente de celle de la MO juridique du CADER, parce que nous, on considère qu'à partir du moment où on est sur deux offres qui vont être très différentes, on le voit avec la ville de Lyon, on part, si on c'est du brownfield, donc un actif qui sort d'un dispositif de soutien, par exemple, qui est complètement amorti, vous allez passer que sur 3-4 ans. C'est évidemment pas du coup le même prix, c'est pas la même durée. En revanche, c'est un nouvel actif, un champ d'éoliennes, on ne construit pas comme ça, il y a un temps de réalisation, donc vous n'allez pas avoir l'électricité tout de suite, c'est pas du tout le même calendrier. Donc pour nous, c'est pas le même besoin, donc on pense qu'on peut justifier, justement, parce que sinon on aura du mal à comparer une offre en brownfield et une offre en greenfield, et donc du coup de justifier par rapport à ces besoins qu'on part plutôt sur un nouvel actif ou sur un actif existant. Mais ça se discute, on n'a pas suffisamment de retour d'expérience là-dessus. Alors, effectivement, une autre question, toujours sur le code de la commande publique. Est-ce qu'on peut préciser si on veut de l'éolien ou du solaire? Donc là, dans le cas de Nantes, ils avaient les deux, mais est-ce qu'on peut le dire dans le cahier là, des charges? pareil, en fait, c'est toujours la même logique en commande publique. Si vous arrivez à le justifier par des critères objectifs, des motifs très objectifs liés à l'objet de votre contrat et surtout à votre besoin, tel que vous l'avez défini. Donc là, ça va être le profil de consommation. C'est un peu technique, mais par rapport à votre profil de consommation, de l'éolien est peut-être davantage à même de répondre à vos besoins que le photovoltaïque. Si vous dites, moi je veux de l'éolien parce que j'adore les producteurs d'éolien et j'aime pas trop les producteurs de photovoltaïque, ça passera pas. Mais si vous le justifiez par un critère technique et objectif, c'est plus simple, c'est plus sécurisé. Parfait. Eh bien, merci. Alors, on revient sur le CADER de Nantes et de Territoire d'énergie 44. Emmanuel Dion, donc Nantes Métropole, vous avez lancé un appel d'offres pour sélectionner 2 installations de production. Donc, on a vu éolien et solaire. Et quels étaient vos critères? Alors en fait, oui, on a lancé une procédure et Anne y a fait référence tout à l'heure. On a 2 phases dans nos procédures. On a d'abord une phase candidature où différents développeurs peuvent nous répondre. Donc on a eu 7 candidats sur le lot éolien, 4 candidats sur le lot éolien et 7 sur le lot photovoltaïque. Donc à ce stade-là, on a apprécié des développeurs qu'on peut avoir ici, mais vraiment sur la base de leur groupe, de l'objet, de leur fonctionnement, pas sur l'étape projet. Ce qu'on a pu identifier à ce stade, c'est qu'en fait, nous, on a un fonctionnement assez barbare dans les collectivités où il faut remplir des formulaires très précis qui peuvent répondre au doux nom de DC2, DC4. Et ça ne parle pas à tout le monde. En l'occurrence, ça ne parle pas du tout aux développeurs, ce qu'on peut comprendre. Donc, à ce stade d'analyse des candidatures, je pense qu'on peut dire qu'on a été très gentil. Peut-être que je pourrais rajouter un très gentil, parce que les dossiers n'étaient pas très étoffés. Pour autant, on s'est vraiment mis dans une position de se dire, dans la procédure, nous avons 2 phases, une phase candidature, puis une phase offre. Donc c'est aussi l'occasion de faire monter en compétence tout le monde. Donc on a recueilli toutes les candidatures. Et ensuite, on a pu passer à la 2e phase, qui consiste à adresser le cahier des charges à tous les candidats retenus pour qu'ils nous remettent une offre. La première offre qu'ils nous ont remise, sur l'éolien, nous avons eu une offre sur les 4.
Donc on a pu discuter après coup avec ceux qui n'avaient pas déposé d'offres. Il y en a certains où finalement ils voulaient voir un petit peu ce que c'était, mais c'est tout. D'autres avaient pas la possibilité de répondre à nos exigences, notamment sur un début de fonctionnement au 1er janvier 2026 et sur des puissances qu'on avait bien définies, sur lesquelles Emmanuel est revenu tout à l'heure. Et sur le photovoltaïque, nous avons eu 4 offres. Donc on a fait cette analyse des différentes offres et le premier élément qui a été à prendre en compte, c'est que heureusement qu'on a fait un webinaire à l'attention de tous les candidats pour leur expliquer ce qu'est la commande publique, parce que sinon on aurait pu avoir pas mal de difficultés, parce qu'on s'est rendu compte qu'elles avaient du mal à vraiment identifier notre besoin. Nous, par exemple, en commande publique, quand on demande de remettre une offre à midi, si on nous la remet à midi 1, l'offre n'est pas valable. On ne peut pas l'ouvrir. C'est un peu dommage parce qu'il peut y avoir une offre de qualité, mais c'est la règle de notre fonctionnement. Et par ailleurs, dans les offres, nous avons eu la SEM de TE44, la SEM ENR 44, ce qui fait qu'on pouvait se retrouver en conflit d'intérêts. Donc, d'un seul coup, on a écarté totalement TE44 de toute la phase d'analyse pour éviter justement ce conflit d'intérêts et ce qui est apparenté à la théorie des apparences. Donc ça a été assez brutal. Je me souviens du soir où le directeur de la commande publique m'a appelé en me disant « il faut que tu dises que demain, personne de TE44 ne peut venir pour l'analyse ». Heureusement qu'on s'entend bien et qu'on a construit vraiment une aventure sur ce fonctionnement pour installer la confiance aussi, parce que derrière, c'était notre métropole qui portait l'ensemble. Est-ce que vous voulez continuer justement sur les critères très précis pour analyser les offres ? Oui, tout à fait. Et ce qui est important aussi dans cette analyse d'offres, c'est qu'on a mobilisé tous les autres membres. Parce que certes, TE44 a été écarté, mais on avait d'autres membres dans ce groupement, 2 CEM et des collectivités, pour faire en sorte qu'on puisse avoir un avis pluriel au regard des critères qu'on a pu poser. Donc on a des critères qu'on peut qualifier de classiques sur l'aspect valeur technique, donc où en est le projet, comment va se passer la facturation, même si aujourd'hui on a pris le parti de se dire que c'est le producteur qui va facturer. Si demain on bascule un petit peu, parce qu'on est sur un contrat de 20 ans, donc ça peut changer, on bascule sur le fournisseur qui nous facture, est-ce que le producteur est OK pour pouvoir changer le mode de fonctionnement. Donc on avait besoin d'apprécier tous ces éléments-là. Et il y a vraiment un élément... Donc la pondération, c'était 60% sur la technique et 40% sur le prix. Ce qui nous a vraiment changé dans notre manière d'apprécier ce genre de projet, c'est dans l'aspect prix, c'est le business plan. Parce que jusqu'à maintenant, quand on achetait de l'énergie sur des marchés de 2-3 ans, on n'analysait pas du tout de business plan. Et là, on avait besoin de se pencher sur ces business plans éoliens et photovoltaïques, et c'est une compétence particulière. Donc on a dû faire appel dans la collectivité à d'autres compétences, des collègues du contrôle de gestion, par exemple, qui ont l'habitude d'analyser des contrats de délégation de services publics sur les déchets, sur l'eau, etc. Donc là, c'est une ressource vraiment importante et nécessaire pour avoir une vision aussi sur ces aspects-là. Donc ça, c'était un élément assez précieux. Par ailleurs, nous, on fait écho à l'avancement du projet. On avait demandé à ce que le projet soit purgé de tout recours. Donc ça, c'était un préalable. Et tout à l'heure, Cécile disait qu'on peut indiquer un critère local sur le département. En fait, au moment où on a commencé à travailler ces sujets-là, nous, ce n'était pas encore si abouti, les réflexions. Et c'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait faire différemment. Là, on n'avait pas mis de critères géographiques. En revanche, j'insiste bien sur la notion de définition du besoin. On avait indiqué qu'on voulait telle puissance à partir de telle date. Et ça, mine de rien, comme on savait que dans le périmètre, il y avait la possibilité de répondre, c'était aussi une manière d'y arriver. Merci. Merci beaucoup. Vous aviez... oui, en parlant de critères locaux, vous aviez dit que la collectivité peut dire on peut construire l'actif ou on peut choisir un actif qui est local, mais à condition qu'il y en ait un certain nombre. C'est ça. Sinon, on ne peut pas mettre un critère local. Mais là, on vient d'illustrer. Ouais. Par exemple, le producteur local qui est la SEM 44, elle a été traitée comme tous les autres candidats. C'est ça. On ne peut pas dire, évidemment, dans un marché, je veux que ce soit ma SEM ou un producteur local. On ne peut pas le dire, ça, c'est sûr. Et c'est là où intervient la notion de sourcing. En amont, on a fait un sourcing assez conséquent avec 8-9 producteurs pour identifier ce qu'ils avaient comme projet qui pouvait correspondre à notre besoin et vraiment s'assurer qu'on avait une concurrence saine. Alors, parlons prix maintenant. Je pense que ça va vous intéresser dans le public. Alors, en plus, sachant que les prix de l'électricité sont en baisse sur les marchés, est-ce que le prix de votre CADER, il est vraiment élevé par rapport aux tarifs proposés par les fournisseurs traditionnels ou très élevé ou beaucoup plus bas ? Alors ça, c'est la question à quelques euros. C'est aussi la question qu'on s'est posée dès le départ, et notamment avec nos élus.
de savoir qu'est-ce que ça allait être un bon prix sur 20 ans. Je pense que c'est une question qu'on se pose toujours, mais au moins maintenant on a un prix. Cela dit, c'était peut-être plus facile d'en parler il y a 2-3 ans qu'aujourd'hui, avec un contexte marché qui est beaucoup plus bas aujourd'hui qu'il y a 2-3 ans où on sortait d'une crise. Et d'ailleurs, qui a justifié en fait l'envie de faire ce CADER et de sécuriser le budget de nos collectivités qui ont pu souffrir avec la crise énergétique. Donc, alors après, on a quand même essayé de consolider un peu notre analyse de ce que pouvait être un bon prix. On s'est d'abord penché sur les résultats des AO Creux, de savoir quel était le prix du PV et de l'éolien aujourd'hui. Ensuite, on a quelques-unes de nos collectivités qui ont fait une analyse de risque aussi, de quel allait être l'impact budgétaire d'une variation du prix du CADER sur 20 ans par rapport à un prix de fourniture actuel. Même si sur 20 ans, il y a des grandes chances quand même qu'on soit gagnant, mais c'est toujours difficile à le prouver en fait. Et enfin, il a fallu aussi faire un peu de pédagogie pour expliquer qu'on passait d'une logique d'optimisation financière très court terme avec nos groupements d'achat qui sont très compétitifs, avec des stratégies d'achat qui sont assez dynamiques, à une stratégie de sécurisation du budget sur du long terme. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à expliquer, donc c'est un peu de pédagogie. Et l'ensemble de ces arguments, en tout cas, on a pu porter le fait qu'on était prêt à aller sur un prix sur 20 ans qui était peut-être un peu décorrélé des prix de l'électricité aujourd'hui. Et ce qu'on peut dire, c'est que donc, les deux lauréats, que sont Valorem et la SEM NR44, qui ont répondu donc, chacun un sur le lot éolien et l'autre sur le lot photovoltaïque, nous ont proposé des prix assez cohérents, très cohérents avec le prix des AO Creux. Et donc on est sur quelque chose au final qui est très très acceptable et qui reste très intéressant pour nous et selon notre propre analyse, quoi. Mais on ne va pas pouvoir le savoir dans le détail. Là, c'est un élément nouveau qu'on rencontre, nous, dans la commande publique, parce qu'habituellement, tout est toujours transparent dans la manière de fonctionner. Les cahiers des charges, tout est disponible, c'est d'ailleurs sur l'espace de la FNCCR. Et quand on attribue des marchés à des fournisseurs d'énergie, nos prix sont identifiés. Et là, en discutant avec chacun des producteurs, on s'est rendu compte que, attention, il y a un petit jeu de concurrence quand même, et il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Donc, on s'est mis d'accord sur le fait que c'est autour des prix d'appels d'offres creux. Voilà. Les appels d'offres de la Creux. Parfait. Eh bien, je vous propose de passer à la première séance de questions-réponses. Alors, n'hésitez pas à envoyer vos questions via Slido en flashant le QR code. Ou alors, vous pouvez aussi lever la main. Et ça marche aussi. On vous apporte un micro. Sinon, je prends déjà les questions qui sont apparues sur la tablette avec Slido. Peut-on faire cohabiter le CADER et l'ACC, donc l'autoconsommation collective ? Qui pourrait répondre à cette question? Est-ce qu'on peut faire cohabiter CADER et ACC? Je peux répondre sur l'aspect technique, mais effectivement, il n'y a aucune incompatibilité entre CADER et ACC. Après, il peut y avoir un aspect technique où en fait, une ACC basée sur des actifs solaires va venir en contradiction avec un CADER solaire, puisque chaque site de consommation a une capacité limitée à absorber de l'électricité solaire, parce que l'électricité solaire, elle est produite selon une cloche. Et donc, en fait, en consommant en ACC de l'électricité solaire, on va venir pénaliser, au final, l'équilibrage du CADER solaire. Donc là, d'un point de vue technique, ça peut paraître incompatible. Après, d'un point de vue mise en place, il n'y a aucun souci pour le faire. Et pour nous, ça a du sens parce qu'en fait, ce qu'on est en train de construire sur notre territoire, c'est une stratégie d'approvisionnement local avec différentes couches. Et la première couche, en fait, elle démarre au niveau du bâtiment avec l'autoconso indiv. Après, on passe au niveau de la commune avec l'autoconso collective. Et après, on passe sur de l'approvisionnement un peu plus large avec le CADER et enfin sur les marchés. Donc, en fait, ça a du sens aussi dans l'histoire qu'on veut raconter sur le territoire. Maintenant, reste à trouver comment est-ce que on dérisque les profils CADER en allant chercher autre chose que du photovoltaïque. Et auquel cas, on est 100% compatible entre ACC et CADER. Alors, il y a une autre question peut-être qui ressemble. Peut-être, je me permets juste de compléter. Je trouve que cette question, elle rappelle aussi à la notion de besoin. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur le CADER, on se projette sur 20 ans. Donc, on a les éléments aujourd'hui de consommation. On a les éléments de production sur notre patrimoine. Mais dans 20 ans, ça sera quoi? On aura évolué sur notre manière de produire aussi sur nos patrimoines. Et puis surtout, on aura baissé nos consommations. Donc c'est important de bien identifier ces éléments-là dès le départ, parce qu'il ne faut pas non plus se retrouver avec un volume d'ACC ou de CADER, qu'on ne pourra pas consommer, notamment en PV, à des moments où on va produire. Juste peut-être pour ajouter aussi, c'est que pour moi, ce sont des éléments d'un puzzle. C'est que pour Lyon, à Lyon, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de
de développer l'autoconsommation collective en développant le photovoltaïque sur les toits, puisque c'est une des solutions pour sécuriser nos prix, sécuriser notre approvisionnement aussi. Et j'espère qu'on arrivera à le compléter par un CADER, mais l'idée c'est de multiplier les solutions. Donc en fait c'est pas du tout, c'est pas en contradiction. Pour moi c'est complètement complémentaire justement. Oui. Alors il y a une question qui je pense est similaire. Vous allez me dire, la métropole envisage-t-elle de développer sa propre production d'ENR et le cas échéant, aurait-elle la possibilité de se racheter son énergie? Est-ce que vous voyez une différence? Oui. Oui, il y a une différence quand même. Il y a une petite différence. Si on consomme directement, on ne passe pas par le réseau parce qu'on peut effectivement produire, vendre et racheter. Mais là, ça veut dire qu'on n'est pas dans le même système fiscal. On n'a pas tout à fait, on porte pas les mêmes charges sur les factures. Donc le prix au final, c'est pas tout à fait le même. Honnêtement, il vaut mieux, si on produit, garantir l'autoconsommation. Et en des boucles d'autoconsommation collective patrimoniale, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement sur une métropole où généralement, on a quand même du foncier un petit peu partout et on peut le faire. En tout cas, ça me paraît beaucoup plus logique que de vendre pour racheter. Voilà. D'accord. Alors, une question de Moussa Enaji. Bonjour. Est-ce que vous avez appliqué une inflation, donc là, ça s'adresse à Nantes, est-ce que vous avez appliqué une inflation sur le coût d'énergie revendu ou est-il fixe sur 20 ans? Oui, tout à fait. En fait, comme n'importe quel contrat de longue durée, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'applique pas d'évolution sur la part investissement. En revanche, il y a une indexation à 20% sur la part fonctionnement. Indexation à l'inflation sur 20% du prix, mais pas une indexation de 20%. Quelqu'un veut poser une question, veut lever la main? Non? Alors, on passe à la suite. Donc, on passe à la troisième partie. On va parler, alors ça c'est vraiment important, ce sont les enjeux qui sont liés à la fourniture du complément d'énergie. Puisque vous avez compris, ça représente dans votre cas 25% de votre consommation, en tout cas du groupement. Donc, il faut quand même 75% d'électricité en plus. Comment on va le chercher? Alors, je vais poser la question à Cécile Fontaine de la FNCCR. Alors, pour obtenir ce complément d'électricité, les collectivités, elles ont besoin d'articuler le CADER avec un marché de fourniture. Vous m'avez expliqué qu'il existait deux modèles. Donc, il y a un modèle qui est plutôt poussé par les fournisseurs et un autre qui aurait plutôt la préférence, votre préférence en tout cas de la FNCCR. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces deux modèles et surtout les avantages pour les collectivités? Oui, tout à fait. Alors, juste pour bien comprendre le contexte, en effet, on parle de fourniture pour le complément, mais d'ailleurs, on pourrait dire presque le fourniture pour le principal, parce que c'est la principale partie du point de livraison, du site de consommation qui va être approvisionné par ce contrat de fourniture classique, donc avec de l'achat pour revendre, ce qu'on connaît depuis longtemps, le fournisseur qui s'approvisionne sur un marché avec des contrats du coup de 3-4 ans. On n'est pas sur la même temporalité. Il y a ce fournisseur et il y a aussi l'agrégateur qui va faire une mission d'agrégation puisqu'on est sur l'énergie intermittente, donc on n'a pas de l'énergie tout le temps et évidemment les sites qui sont alimentés doivent avoir de l'électricité dès qu'ils en ont besoin, donc il y a ce besoin-là. Donc le CADER n'est pas tout seul, il y a ces contrats qui sont passés avec l'agrégateur et le fournisseur. Et donc la question qui se pose, c'est comment on articule tout ça, puisque ce n'est pas la même temporalité. Nous, on regarde ce qui s'est passé dans le cadre du secteur privé, puisqu'encore une fois, les PPA, là, on parle plus de PPA, ça fait quelques temps maintenant que les industriels en passent, et la Commission de régulation de l'énergie, qui est le régulateur dans le domaine de l'énergie, a une mission de surveillance. Donc les deux modèles dont vous venez de parler, c'est en fait des modèles qui ressortent d'un rapport qu'elle a publié très récemment. Et elle a fait un constat, la Creux, c'est qu'il y a le modèle qui a été retenu par le CADER, qui est un modèle assez rare finalement, où on va traiter de manière totalement indépendante les deux flux. Le flux qu'on a d'électricité qui est directement approvisionné par le producteur dans le cadre du CADER et les flux pour la fourniture pour le complément qui sont donc livrés par le fournisseur qui lui-même s'approvisionne sur le marché avec des facturations distinctes. On fait vraiment la différence. Il faut juste avoir en tête qu'il y a une mission d'agrégation entre les deux, mais voilà, pour lisser, en fait, rendre consommable, si je puis dire, la production intermittente du CADER. Mais on a juste, donc là, c'est le modèle qui a effectivement notre préférence à la fédération, parce qu'on est vraiment sur l'épure de la vente directe. Vous avez bien un transfert de propriété directement entre le producteur et l'acheteur, et de l'autre côté avec le fournisseur. Mais la réalité est un peu autre aujourd'hui.
pour ce qui concerne les acheteurs privés, parce que ce sont les pratiques des fournisseurs et on peut comprendre pourquoi. Pour eux, c'est plus simple d'intégrer tous les volumes qu'ils doivent livrer au point de livraison de l'acheteur, de les intégrer tous dans le marché de fourniture. On appelle ça intégrer en fait les volumes du CADER dans le marché de fourniture. C'est un peu technique, mais ça permet en fait, on va avoir une sorte de transfert de propriété successif du producteur à l'acheteur et puis à l'agrégateur fournisseur qui ensuite les revend à l'acheteur. Ça paraît comme ça assez compliqué, mais en fait c'est ce qui se passe le plus souvent en PPA avec les acheteurs privés. Encore une fois, dans ce montage-là, le fournisseur est un peu moins exposé au risque marché et donc du coup il préfère, c'est assez logique. Nous on pense que les deux sont possibles pour les acheteurs publics, mais effectivement je vous confirme qu'on préfère le premier puisqu'on est vraiment dans l'épure de la vente directe avec deux flux indépendants. Parfait. Alors, avoir une illustration concrète donc, sur le CADER de Loire-Atlantique avec Emmanuel Bourrien. Je vais vous demander, vous avez fait appel à un fournisseur pour le complément ou le principal, on va dire, d'électricité. Et vous avez également fait appel à un agrégateur. Et vous avez choisi la même entreprise, Voltaire. Donc, comment vous avez procédé et surtout quels sont les points clés à retenir pour le marché de fourniture et d'agrégation? Alors, effectivement, donc c'est la fourniture principale, mais qui va devenir complément, hein, on y croit. Aujourd'hui, on est à 25% de couverture par le CADER et 75% donc, du coup, par cette fourniture. Ce qui a changé, c'est qu'effectivement, on est passé d'un marché de fourniture classique à un marché de fourniture agrégation parce que pour nous, pour simplifier et pour, en tout cas, dans la connaissance du sujet qu'on avait au moment où on a passé ces marchés, ça nous paraissait beaucoup plus simple et beaucoup plus sécurisé de passer à un marché de fourniture agrégation. L'idée, c'est que de toute façon, ce marché de fourniture agrégation, il va être remis en concurrence tous les deux ou 4 ans. L'idée, c'est de faire grandir le groupement d'achat CADER. Donc, en rajoutant des CADER, donc en augmentant en tout cas la part CADER et en augmentant notre couverture par d'autres sources CADER. Donc vous avez compris, on ne va pas empiler des CADER solaires. On va essayer d'aller chercher d'autres typologies de production ENR qui est complémentaire. Mais augmenter le taux de couverture, ça peut aussi passer par une meilleure gestion des heures de surplus. Hein. On peut très bien se permettre d'avoir du surplus à condition que si on arrive à dérisquer ce surplus justement en travaillant avec le fournisseur agrégateur pour justement à ces moments d'heures de surplus, pouvoir faire des opérations marché qui sont bénéfiques à tout le monde, on pourra ainsi augmenter le taux de couverture. Et puis l'idée aussi est peut-être aussi de faire un peu de flexibilité pour décaler des consommations vers les heures de production. Et petit à petit, comme ça, on va augmenter le taux de couverture et puis on va faire grandir notre groupement d'achat, notre groupement CADER. Ça, c'est la première chose sur la structuration et la stratégie du marché de fourniture agrégation. Et ensuite, sur les spécifications du marché de fourniture agrégation qu'on a inscrit en tout cas dans la slide en entier. Dans ce premier marché. On a choisi on a sourcé quand même 7 fournisseurs agrégateurs avec un sourcing assez fourni. Hein. On les a reçus 2 heures chacun et on a vraiment échangé assez techniquement et assez profondément sur ces sujets-là pour savoir ce qu'ils étaient capables de proposer dans le cadre d'un marché de fourniture agrégation. On a choisi de faire en tout cas de prendre des caractéristiques assez simples. La première, c'est la répartition de l'électricité CADER. On est 7 membres et chaque membre achète une partie de la production solaire, une partie de la production éolienne. Et on a décidé de définir la partie qu'ils achètent par des clés statiques, fixes. Mais on a envie, à terme, de faire évoluer ces clés vers du dynamisme pour que la part achetée corresponde à la part de consommation qui a lieu pendant les phases de production. Encore une fois, pour essayer de rapprocher le plus possible la production de la consommation. Ou l'inverse. On intègre les productions au périmètre d'équilibre du fournisseur agrégateur. Ça, c'était une condition de l'ensemble des fournisseurs agrégateurs pour pouvoir répondre au marché. Pas d'évolution du périmètre de consommation. Une électricité complémentaire HVE. On a été assez loin. Alors, haute valeur environnementale, on a été assez loin sur la spécification de cette électricité complémentaire avec un minimum de 30% d'achats conjoints stricts et 10% de projets à gouvernance locale. Ça veut dire quoi, des achats conjoints stricts? C'est-à-dire que le fournisseur va se sourcer, au lieu de se sourcer sur le marché, il va se sourcer auprès de producteurs et il va nous apporter la preuve qu'il se source auprès de ces producteurs-là. Donc en fait, on augmente la qualité de nos 75% restants avec ces achats conjoints stricts. Et l'idée, c'était encore une fois de proposer quelque chose, un groupement d'achat le plus vertueux possible où on allait justement
aller titiller un peu ces seuils en fait, qu'on pouvait mettre en place sur la qualité de l'approvisionnement. Le prix fixe, on en a parlé. On aimerait bien essayer de travailler sur le prix bloc plus spot, enfin sur une stratégie bloc plus spot. Aujourd'hui, nos services compta et finance n'étaient pas, en tout cas, prêts à gérer du bloc plus spot. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, quand on a une offre bloc plus spot, on a une partie de l'électricité dont le prix, on connaît le prix en temps réel, parce qu'une partie qui est fixée au spot. Et derrière, il faut apporter la preuve du prix. Et il faut le contrôler. Et ça, c'est pas évident à faire pour des services compta publics. Donc ça, vous ne l'avez pas fait, mais vous évaluez l'opportunité de le faire. On va le travailler, tout à fait. Ok. La délégation d'autorisation de fourniture qui est imposée aux producteurs, donc enfin en tout cas l'autorisation de fourniture qui est imposée aux producteurs, on a choisi de la déléguer aux fournisseurs agrégateurs. Donc sur la base de ce qui était aujourd'hui proposé par les DGEC, sachant que ça mérite quand même quelques éclaircissements et on va avoir besoin d'avoir, enfin en tout cas pour les futures délégations, d'avoir des éclaircissements. La DGEC, la Direction Générale de l'Énergie et du Climat. Tout à fait. Pas de coupure en cas de prix spot négatif parce qu'on a dimensionné notre consommation. Enfin, en tout cas, on a dimensionné la production en fonction de notre consommation, mais on a pris une consommation suffisante. Facturation 10 kWh CADER par les producteurs, on en a parlé. Et enfin, un petit sujet technique, mais c'est que pour facturer, les fournisseurs facturent au PDL. Et la production, elle est à l'échelle en tout cas, l'achat de la production CADER, elle est à l'échelle d'un membre. Et donc, il faut pouvoir rapporter cette production à l'échelle du PDL pour pouvoir facturer le PDL, le point de livraison. Le point de livraison. Ouais, le site de consommation. Et donc pour ça, il faut proposer une méthodologie de répartition de l'électricité, de rapporter l'électricité produite par les CADER au PDL. Et ce n'est pas forcément évident et tous les fournisseurs ne sont pas à même de le faire. Bon, merci. Là, je crois que tout le monde va pouvoir passer son marché de fourniture et d'agrégation dans un CADER. Alors, même question que tout à l'heure, la question du prix, le prix du complément. Comment se comporte-t-il ? Est-ce qu'il est plus élevé que celui d'une fourniture classique ou est-ce qu'il est plus bas ? Comment ça se passe par rapport à une fourniture sans CADER, je m'entends. Le complément est offert, bien sûr. Ah, magnifique. Non, en fait, il se trouve que au même moment, on a eu 2 remises d'offres différentes. L'une avec ce complément qui intègre les CADER et un autre, puisque je vous disais qu'on a plusieurs groupements, avec uniquement un lot à haute valeur environnementale. Et on s'est rendu compte qu'en fait, entre les deux, on n'avait pas de différence de prix. Donc le même prix que l'on demande à un fournisseur d'intégrer un CADER ou pas. Après, ce qu'on ne mesure pas, et ça c'est sans doute après un peu de recul qu'on pourra en tirer quelques enseignements, c'est à quel point le fournisseur qui a été retenu, qui est Voltaire, a fait un effort pour avoir ce marché, être le premier à avoir ce marché. Par ailleurs, on n'identifie pas non plus dans ce prix électron quel est le prix de l'agrégation, puisqu'il est fondu dans le prix électron. Donc on sent que là, on a des marges de progrès. Mais est-ce qu'on a pour autant intérêt à avoir une ligne spécifique sur ce que coûte l'agrégation ? Je ne sais pas. Donc ça, c'est vraiment des éléments à creuser par la suite pour identifier si ce qu'on a eu, ça reflète réellement le fonctionnement ou pas, ou si c'est juste un effet d'aubaine en fait, au moment où on a publié les marchés, parce que tout ça dépend quand même toujours du moment où on publie. Donc vous allez avoir du travail pour renouveler le contrat de fourniture. C'est dans combien de temps d'ailleurs ? Vous le renouvelez au bout de combien de temps ? On a un premier contrat sur 2 ans, donc 2026-2027. Donc ça démarre, là on commence à être tout excité à l'approche de Noël, mais surtout nous, de notre premier jour de CADER. Et on va devoir remettre en concurrence probablement fin 26 ou possiblement reconduire le marché en place. Déjà, vous commencez à travailler sur... les prochains marchés. Ça et des futurs CADER qu'on a déjà dans les cartons et qui viendront. En fait, on joue au Lego, hein, on remplit notre courbe et on rajoute des CADER, des petites pièces de Lego. On retrouve notre âme d'enfant pour pouvoir avancer sur notre couverture en énergie. Vous voulez ajouter des CADER en éolien solaire ? Alors, ça ne sera pas du solaire parce que, en fait, sinon, on a déjà notre politique de développement du solaire sur le patrimoine public. Donc, on va chercher du complément. Par exemple, sur le patrimoine de Nantes Métropole, on a de l'éclairage public. Aller chercher de la production solaire, ça n'a pas de sens. En revanche, ce qui est intéressant, c'est aller chercher de la production d'électricité qui peut provenir d'usines de traitement des déchets qui produisent de l'élec ou un bandeau hydraulique. Donc là, on est vraiment en train de travailler vraiment l'agence matrimoniale de l'énergie. Je fais rencontrer ma production et ma consommation. Et à chacun de faire un effort pour se rencontrer. Bon, intéressant. Alors, on se rend compte quand même que c'est
très complexe. J'espère que vous avez suivi, mais c'est bien parce que vous étiez très clair. Mais malgré tout, c'est quand même compliqué, toutes ces démarches. Et alors, on comprend qu'il y a aussi un enjeu de compétences en interne. Est-ce que les collectivités, je sais pas, c'est moi qui fais ce bruit, est-ce que les collectivités sont outillées en interne pour justement arriver à faire face à tout ça, hein, passer des marchés, producteurs, fournitures, compléments, etc. Je me tourne vers Anne Chancrogne. Donc, est-ce que vous avez eu un enjeu de compétences, vous, à Lyon, hein? Comment vous pouvez nous raconter? Donc en fait, on a passé beaucoup de temps à faire de la pédagogie interne. D'abord parce que jusque-là, l'achat d'énergie, ça posait pas de problème. On le faisait de façon très classique avec une équipe de 2 personnes. Et là, en fait, on était face à des enjeux différents. Donc on a dû mettre autour de la table par exemple les finances, pour leur expliquer que là, ce qu'on voulait, c'était à la fois avoir de la visibilité à long terme sur les prix, pas forcément avoir le meilleur prix, mais avoir de la visibilité à long terme. C'était important de trancher ça avec eux. On a travaillé avec les services juridiques. On a travaillé aussi avec tout ce qui est compte de facturation, puisqu'en fait, nous, on a plus de 1200 points de livraison. Et donc, en fait, on a des comptes de facturation différents. Et donc, ça veut dire autant d'équipes qui contrôlent les factures, etc. Et là, on a commencé à leur expliquer que peut-être qu'il y aurait 2 factures. Peut-être qu'effectivement, il y aurait des choses nouvelles sur les factures à vérifier. Donc, en fait, il y avait quand même un enjeu pédagogique assez important. Et tout au long, en fait, de la démarche, à chaque fois qu'on soulevait une question, on avait un petit groupe en fait d'experts techniques qui travaillaient sur cette question et qui l'apportaient plus largement. Donc en fait, on a vraiment fait cet effort interne. Et c'est d'ailleurs pour ça, effectivement, qu'on a pris du temps et on a décalé en fait notre période de publication en fait de notre offre, ce qui nous a pas permis d'aller jusqu'au bout. Mais en fait, c'est vraiment une complexité importante, quoi, hein. C'est comme l'a dit Nantes, il faut vraiment rentrer dans le mécanisme, expliquer ce que ça veut dire de l'agrégation, c'est quoi un responsable d'équilibre, c'est quoi les risques aussi, hein, vers quoi on va. Donc c'est pour ça aussi qu'on est parti sur un CADER de courte durée de 4 ans, en se disant on va faire accepter en fait, un petit CADER, ce sera beaucoup plus facile. Sachant qu'on avait un portage politique très fort, hein, c'était une demande de nos élus, donc heureusement, sinon je pense qu'on aurait renoncé. Et dans les difficultés qu'on a rencontrées, c'est que effectivement, ce petit groupe d'experts internes qui portait en fait le projet, on a appris en fait au moment où on allait se préparer à négocier, qu'il y a 2 personnes qui allaient quitter ceux qui partaient en fait, hein, qui changeaient de fonction tout simplement. Et donc, en fait, nous, ça fragilisait énormément notre fonctionnement. Donc, ça a vraiment remis en question la poursuite. Et c'est aussi une des raisons qui nous a fait renoncer, parce que là, en interne, on n'était pas suffisamment capé. Donc, c'est un enseignement très important pour nous. Et même si on avait des AMO, il faut savoir les challenger, il faut savoir leur demander ce qu'on veut, il faut savoir comprendre ce qu'ils nous disent. Donc, en fait, c'est pas une solution miracle, quoi. Voilà. Oui, alors ça, c'est vraiment intéressant, ce retour d'expérience, hein, de la ville de Lyon. Et est-ce que vous pouvez peut-être nous synthétiser, nous donner encore un point de vigilance à avoir pour réussir, pour le coup, ce que vous n'avez pas pu faire? En fait, il y a plusieurs voies, hein, pour réussir. Soit c'est qu'en interne, il faut vraiment identifier une compétence spécifique, et ça veut dire que c'est des ressources internes supplémentaires, hein. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que cette complexité, elle doit être comprise et elle doit être intégrée. Sinon, l'autre solution, c'est de le faire à plusieurs et effectivement d'acheter dans le cadre d'un syndicat d'énergie, par exemple. Mais ça, c'est un choix politique. Mais en tout cas, la complexité des achats d'énergie, en tout cas, nous, à la ville de Lyon, et pourtant on est quand même une grande collectivité, ça remet en cause, est-ce que réellement on a encore les capacités pour le faire? Vraiment, on se pose la question, sachant qu'à côté de ça, on travaille sur l'autoconsommation collective. Comme on explore plein de choses, il y a un moment, il faut qu'on fasse des choix, quoi, et on ne pourra pas tout faire. Voilà. Tout à fait. Bon, merci en tout cas pour ce témoignage. Et peut-être une dernière question pour Cécile Fontaine, donc FNCCR.
Justement, la FNCCR, vous allez diffuser, alors est-ce que ça peut répondre à ces questions-là? Vous allez diffuser bientôt, la semaine prochaine, je crois, un guide sur les CADR publics. Donc, vous pouvez peut-être nous en parler. À qui s'adresse ce guide? Quelles sont les grandes parties, les points clés? Alors, ce guide, on a ressenti un vrai besoin des adhérents. On est très contents. Il y a des adhérents qui vont très vite. Ils sont autour de cette table. Donc, il y en a quelques autres. Il y en a d'autres qui sont peut-être un petit peu moins moteurs, mais c'est aussi pour des raisons politiques, tout simplement. Et donc, il y avait une vraie demande de nos adhérents d'y voir un peu plus clair, parce que tous n'ont pas le niveau de connaissance des personnes que vous avez autour de cette table. Donc, c'est vraiment un guide. C'est-à-dire que ça ne va pas remplacer une AMO. Comme n'importe quel, il y a un guide. À la fin, il y a un clausier avec des exemples de clauses, mais on ne pourra pas signer en bas à droite, je tiens à le dire. Donc il s'adresse à nos adhérents en premier lieu, mais pas que, il s'adresse aussi aux institutionnels, parce que nous, on travaille beaucoup avec les ministères, la DGEC, on en parlait, le ministère de l'énergie, mais également Bercy, puisque c'est le gendarme de la commande publique, et on a besoin de faire coïncider deux réglementations, l'énergie d'un côté, la commande publique de l'autre. Donc ce sera aussi un guide qui aura vocation à faire passer certains messages à ces ministères pour faciliter le cadre juridique existant. Et donc ce guide, d'abord on l'a vu, on a cité plein d'acronymes un peu barbares, et encore on vous a beaucoup préservé, parce que ça peut être encore plus compliqué. Donc c'est déjà un guide qui essaie de donner, d'éclairer un peu sur la sémantique entre PPA, CADR, brownfield, greenfield. On entend plein d'expressions. De replacer aussi le contrat de vente directe dans le contexte des circuits courts. Il y a une question très, très intéressante qui a été posée, c'est quid de l'autoconsommation avec du CADR. Donc on replace aussi ça. Aujourd'hui, clairement, les collectivités ont l'habitude, on vient de le voir là, de passer des montages en autoconsommation collective. Est-ce qu'elles veulent faire le pas d'aller un peu plus loin, d'aller sur de la vente directe? Ça, c'est une question qu'elles peuvent se poser. Et puis, les questions un peu techniques, on a évoqué la question de l'articulation avec le marché de fourniture. Qu'est-ce que c'est que l'agrégation? Est-ce qu'il faut que je demande une autorisation de fourniture pour le producteur qui vend directement? Vous voyez, vraiment un guide et un closier. Et puis, à la fin du guide, on voit quand même les perspectives, les perspectives d'évolution. Parce qu'on n'est pas non plus, c'est pas non plus un guide qui est là pour dire à tous nos adhérents, allez, tous, vous y allez, vous passez un CADR. D'abord, on le voit, il y a un contexte marché qui est particulier, les prix baissent, donc c'est pas forcément non plus le bon moment. Et puis, c'est assez compliqué. Et puis, il y a la question, on l'a un peu évoqué, du prix qui va être proposé par les fournisseurs dans la partie complémentaire qui, aujourd'hui, reste principale. Il ne faudrait pas qu'en sécurisant un prix sur 20 ans sur la partie CADR, on perde toute cette sécurité avec des offres de prix qui explosent parce que le fournisseur, il n'est pas très content de voir une partie de son approvisionnement partir chez quelqu'un d'autre, qui est un producteur. Donc nous, on essaye c'est un aide à la décision, en fait, de montrer, de peser le pour et le contre, et de donner des conseils. Alors, est-ce qu'il est uniquement disponible pour vos adhérents? On ne pourra pas le télécharger sur le site? Non, alors, pour l'instant, d'abord, il faut qu'il sorte. On est en train de sur la touche finale. Pour tout vous dire, ce midi, on était encore en train de travailler sur la photo de la première page, mais tout le reste est rédigé. On a une conférence. On pourra le télécharger ou pas? Il sera public. On va voir. Pour l'instant, nos adhérents, en tout cas, on le diffusera assez largement. On fait une conférence avec France Renouvelable, qui représente des producteurs, mardi prochain. Il sera diffusé à ce moment-là. L'idée, c'est que ce soit effectivement diffusé au plus grand nombre pour faire connaître ce sujet-là. Merci beaucoup. Alors, il y a une question que je vous pose. Quel facteur permettrait à d'autres collectivités de développer en France des projets tels que Nantes Métropole et Territoire d'énergie 44 ? Qui veut répondre à finalement un peu la synthèse de la table ronde? Moi, je trouve qu'il y a un élément sur lequel on peut rebondir, c'est ce qu'a dit Cécile. On n'a pas beaucoup parlé d'euros, on a beaucoup parlé d'ENR, mais finalement, nous, jusqu'à maintenant, on peut se couvrir à peu près 50% de nos besoins par un prix qu'on connaît. L'Arenh, le nucléaire, nous permet de sécuriser notre budget. C'est à peu près la moitié de notre couverture. Alors, on n'est pas sur des ENR, mais ça se termine. Ça veut dire qu'à partir du 1er janvier 2026, nous avons 100% de notre volume qui est exposé au prix de marché.
Donc certes, là, à très court terme, on se dit les prix sont bas, mais qu'en seront-ils dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Donc c'est vraiment un objectif aussi, et pour ça on discute, comme disait Anne, de plus en plus avec les financiers, le contrôle de gestion, c'est sécuriser une partie de notre approvisionnement. C'est une notion de gestion du risque, et ça c'est important à prendre en compte, et c'est pour ça qu'en allant chercher différents CADR, je trouve que ça nous permet d'y répondre. Et le deuxième élément que je vois, c'est finalement de transformer cette difficulté en réelle opportunité, parce que certes, il faut de la compétence à beaucoup d'étages, mais derrière ça, ça veut dire qu'il faut aller frapper à la porte de tous les étages et faire équipe. Et en travaillant sur des sujets de CADR, on est obligé de prendre un petit peu de hauteur sur qu'est-ce que je vais produire d'ici 20 ans, comment je vais réduire mes consommations. Donc en fait, on en vient à un sujet qui est vraiment quelle est ma stratégie d'approvisionnement en énergie pour satisfaire mes besoins. Et je trouve que là, ça devient vraiment englobant dans la démarche et ça permet de répondre à la politique publique et les objectifs qu'on essaye de couvrir. Merci. Quelqu'un veut répondre encore à cette question sur les facteurs qui permettraient... Non, c'est pas vraiment cette non question. Vous vouliez peut-être... Juste peut-être dire quelque chose, parce que c'est vrai qu'on l'a dit, mais indirectement. C'est vrai qu'en fait, les CADR, actuellement, c'est pas un outil magique, hein, ça ne protège pas contre les prix du marché, vous l'avez compris, puisque effectivement, on a toujours du complément. Puisqu'on ne connaît pas à l'avance, contrairement à une société privée qui a un outil de production qui consomme toujours la même chose au même moment, dans une collectivité, nos besoins en énergie, évidemment qu'on ne les connaît pas à l'avance. Donc évidemment qu'on ne peut pas définir juste à l'avance ce dont on a besoin et trouver le CADR qui ira. Donc on aura toujours besoin de ce complément. Alors ça peut être de l'autoconsommation collective, hein, mais tant qu'on aura besoin de ça, on n'est pas protégé contre les marchés complètement. Donc il faut aussi avoir ça en tête, ce n'est pas un outil magique. Voilà. Oui, mais d'où l'intérêt de rajouter CADR plus CADR, faire du Lego, hein, d'arriver jusqu'à combien? Vous voulez arriver jusqu'à combien? 50%, 60%? Après, la commande politique est de couvrir 100%. Ah oui. Maintenant, tout dépend de la manière dont on interprète les choses. On peut surdimensionner de la production ENR pour se dire je couvre mon éclairage public avec du solaire. Si je regarde ça qu'à la maille mensuelle, ça marche. Mais ce n'est pas ce qu'on essaye de courir. On essaye, nous, d'aller vers le plus près du temps réel. On va voir, on est en train de tester un petit peu ces modèles-là pour voir jusqu'à quel pourcentage on peut atteindre, oui, et éviter de vendre du rêve aussi. Oui, parce qu'à un moment, il y a surproduction et ça va où? Oui. Il le vend à qui? Tout à fait. Donc l'intérêt, c'est d'aller chercher différentes sources, de voir ce qu'on peut produire nous-mêmes, ce qu'on doit aller chercher ailleurs, et petit à petit arriver à couvrir. Et là, on parle que d'électricité. Mais nous, notre besoin dans les collectivités, il est aussi sur le gaz et sur la chaleur qui peut provenir du réseau de chaleur. Donc c'est l'ensemble qu'il faut arriver à regarder. Merci beaucoup. Écoutez, je vous remercie. J'ai vu qu'il n'y avait pas d'autres questions, à moins que quelqu'un veuille lever la main en dernière minute. Non. Alors, je vous remercie. Hein. Emmanuel Bourrien, Emmanuel Dion, Anne Chancrogne et Cécile Fontaine pour ces explications à la fois hyper concrètes et passionnantes sur les CADR, les contrats d'achat d'électricité d'énergie renouvelable. Et merci à vous d'avoir écouté jusqu'à maintenant.